Edison est toujours resté dans les profondeurs du classement sans jamais réussir à revenir au premier plan. Je trouve pas qu'il te ressemble un peu, Tosso. Je suis plus beau. On vieillit tous, Thomas. Je vais jouer les qualifs. Tu vas te faire tuer, mec. Non, mais moi je trouve que c'est une superstar, Alex, du tennis. Non, je rigole, mais ce film est incroyable. Il s'appelle 5e set. Je suis ravi de vous avoir tous les trois. Alex, personnage, comment on rentre dans la peau de ce type qui avait été un espoir du tennis et qui se retrouve à 37 ans, devant le défi peut-être le plus grand de sa vie. En tombant amoureux du scénario, déjà, écrit par Quentin et réalisé par Quentin. Reno 6 juin. Et non, c'était le scénario qui m'a... Enfin, je savais qu'il avait ça, qu'il portait ce film très très fort en lui, qu'il a ce rapport très fort au tennis et à ses parcours solitaires comme ça d'athlète. Et je l'ai lu avec curiosité, j'ai pas été déçu une demi-seconde à la lecture. J'ai été vraiment très 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 touché. Et c'est très agréable quand un film que vous lisez, quand vous lisez le film, que vous filmez le film, que vous le voyez, que vous avez une sensation égale comme ça, de dire de la première vision que vous en aviez jusqu'à la fin, c'est ce qui est à l'écran. Donc ça c'était voilà. Ouais. Et puis pour y rentrer, c'était du travail, mais c'est bien la moindre des choses. Ouais, regardez la bande-annonce de 5e set. Tu m'as promis que tu t'occupais de Gaspard. Tu crois que j'ai pensé que t'avais une chance de passer les qualifs? Donc tu ne me crois pas capable d'atteindre un premier tour? Parce que je sais que c'est important pour toi. Ça fait 1000 ans qu'on parle. Putain! C'est quoi ta stratégie contre Tosso? Être plus fort mentalement. Très dur pour Thomas Edison. Je sais ce que j'ai à faire, c'est pas fini, c'est pas fini. Thomas Edison, à 37 ans, il sait qu'il a pas fini. Quentin Reno, Anna Girardot, on voyait là à l'instant ces images, cette bande-annonce. On est pris dans l'intimité d'un homme, le temps qui passe, les défis qu'il a pu affronter, le passé qui lui revient. Et vous êtes à l'écran, vous êtes son épouse elle-même, qui va affronter aussi ce qu'il est, ce qu'il veut redevenir. C'est ça l'histoire de 5e set. Votre place auprès de cet homme. Tout à fait. En tout cas, Ève, elle l'accompagne depuis toujours. C'est un couple ils ont presque grandi ensemble. Ils ont appris le tennis ensemble. Ils ont évolué comme ça tous les deux. Et puis l'un a quelque part continué quand l'autre a décidé de mettre de côté sa carrière pour construire leur foyer, leur famille. Et elle l'accompagne tous les jours, elle le connaît par cœur, elle connaît les sacrifices que demande un tel effort physique. Mais ils ont un deal. Ouais. Ils ont un pacte que Thomas n'a pas l'intention d'honorer. Et ça, c'est la grande... Que les circonstances... non. Ce n'est pas respecté. Ouais. Quelque part, voilà, Thomas est attaché à un démon qui l'obsède et dont il a du mal à se détacher. Il est prêt à oublier complètement ce qu'il a construit autour. Et moi, je suis là pour lui rappeler ce qu'il y a autour de... Oui, c'est-à-dire qu'il y a de plus important. Il y a son un enfant, qu'il y a la famille, qu'il y a la vie. Ouais. Mais derrière, il y a, je vais presque dire, le mot est employé, le démon du sport. Est-ce qu'au fond, le sport, et le héros aussi de ce film, c'est cette emprise que peut avoir comme ça la compétition sportive? C'est vrai, mais d'autant plus présent ce démon du sport qu'il est dans le personnage de Thomas. Mais Anna n'en a pas parlé, mais il est aussi dans le personnage de Ève,
qui est une ancienne joueuse de tennis et qui, au-delà du simple fait d'essayer de rattraper Thomas, de lui faire rappeler ce qui est important, elle a aussi ses propres démons par rapport à ce sport qu'elle a arrêté. Et quel est le statut de l'un, quel est le statut de l'autre par rapport à ce sport? Ils ont la même passion. C'est-à-dire qu'elle l'a accompagné, mais peut-être que lui aussi l'a accompagné dans une certaine démarche. Donc en fait, c'est une sorte d'ambiguïté entre les deux personnages qui fait que c'est particulièrement intéressant. Oui. Et c'est vrai que le sport est quelque chose d'obsessionnel. Obsessionnel, et ça va jusqu'à la souffrance physique la plus extrême. C'est-à-dire presque un suicide, une forme de suicide au fond, prêt à aller jusque-là, au bout. Thomas, dans la manière qu'il a d'aborder sa carrière ou sa fin de carrière, oui, ça s'approche du suicide. C'est-à-dire que, mais avec panache. C'est-à-dire qu'il a le droit, il considère quelque part que il effectue ses tâches de la vie quotidienne. Il reste un père aimant, un mari aimant, et que dans ce qui lui reste de sa discipline, de son individualité, il faut qu'on le laisse tranquille. Alors sa mère essaie de le rattraper, sa femme essaie de le rattraper, mais au final, lui, il a juste envie qu'on le laisse tranquille. Ouais. Et s'il veut aller dans le mur, il veut y aller avec panache. Oui, Alex, c'est ça, c'est au fond, il est face à lui-même, ce personnage. Oui, mais je rebondis sur la notion de suicide ou pas. C'est n'importe quel chemin d'athlète aller juste de bon niveau. Il y a quelque chose qui de toute façon n'est plus normal. C'est plus normal de faire avec une telle régularité ces sports-là. Et pour atteindre ces niveaux-là, on sait bien qu'on flirte avec de l'anormal. Les immenses champions, on emploie ces mots quand on en parle à table ou quoi. Le gars, c'est un extraterrestre. Attends, c'est une machine. Oui. On a toute une linguistique autour qui n'est plus de l'humanité, tellement ça nous hallucine. Et ces gens-là savent très bien qu'ils doivent aller au-delà de ce qui est entendable pour obtenir quelque chose. Donc, est-ce que c'est un suicide ou pas? À partir du moment où la vie, c'est une vaste dégringolade, a priori, c'est quand même rarement le contraire. Oui, c'est leur dégringolade à eux. Eux ont fait ce choix de cette dégringolade-là. Oui. Lui, il sait qu'il dégringole, mais enfin, il sait qu'il n'a pas fini de raconter son histoire au moment où tout le monde autour dit que c'est maintenant là qu'il faut qu'elle arrête de se raconter. Et il a quelques chapitres à clôturer. Ouais. Et il le sait. Et ça, effectivement, c'est extrêmement solitaire. C'est ça. Et c'est bien aussi au-delà des pactes qu'on peut passer. Quand je rigolais tout à l'heure en disant les circonstances, oui, des circonstances, mais enfin, il n'y a pas la white card, mais paf, il y a ces matchs de qualif, ça se passe bien, il se passe quelque chose. Ouais. Bon, il faut finir. Et puis le refus de vieillir aussi, le refus de... quand il voit de jeunes joueurs qui arrivent sur le marché comme ça, et puis le regard de son épouse, le regard de celle qui est à ses côtés, qui essaie d'apporter cette raison. Mais le film nous entraîne dans une spirale. C'est un film prenant, Anna. Complètement. Il y a quelque chose de... comme vous dites, comme une spirale dans laquelle on est prise avec Thomas, et Thomas peut pas s'en sortir de cette spirale, et c'est ça qui est terrible, je pense. On se demande après quoi il court quelque part, et c'est dans le milieu sportif, c'est dans le milieu du tennis, mais je suis sûre qu'il y a d'autres métiers dans lesquels on est pris comme ça par sa carrière, et ça nous dépasse. Et on se demande qu'est-ce qu'on cherche à la base. Est-ce que c'est l'approbation de sa mère, au final, qui l'amène à devenir comme ça, ou c'est une vraie passion du sport? En tout cas, le film nous emmène au plus près du personnage de Thomas. On est tout de suite avec lui, on est sur le terrain, on n'est plus dans les gradins. Et c'est ça la force du film, c'est que tout d'un coup, on est emporté avec lui. Le choix de la musique de Quentin est très importante. Cet instrument, tout d'un coup, qui est seul. La musique n'est pas quelque chose qui vient souligner la dramaturgie du film. Elle accompagne le souffle. Il a réussi à amener ce rythme au film qui fait qu'on est emporté comme ça dans cette folie. Et moi, quand je l'ai vu la première fois, ça m'a vraiment pris au corps. On est vraiment comme ça. C'est une expérience. Ouais.
C'est une expérience sensorielle, j'allais presque dire, parce qu'on vit aussi les matchs. On voit le tennis, on est avec lui, on est dans sa tête. Il y a des plans absolument incroyables, c'est animal. Il y a une forme d'instinct de survie, quelque chose. Oui, ça c'est dans la mise en scène, c'était l'intention. C'est-à-dire que les matchs de qualification, pour moi, devaient se filmer uniquement à proximité du personnage, à proximité de Thomas. C'est-à-dire qu'on est toujours à 1m50 ou 2 mètres de lui, quoi qu'il arrive. Sur chaque frappe, on est à tel point que d'ailleurs la caméra était protégée par un arceau métallique parce que la raquette tapait souvent. Et l'intention générale de la mise en scène était qu'on accompagne ce joueur jusqu'à ce dernier match. Ouais. Et que petit à petit, en fait, on s'éloigne de lui. Il y a une mise en abîme, à un moment donné, sur la fin du film, de la mise en scène de cinéma par la télévision, où on assiste au dernier jeu dans les conditions exactes de celles que l'on a en mai quand on regarde un match de tennis sur France 2, avec les commentaires de Lionel Chameau. Ouais. En fait, c'est comme si on avait accompagné ce personnage à 1m50 de lui pendant tout le film, et que dans le dernier jeu, à la fin, on s'éloigne et on observe juste ce qui se passe. Et là, chacun, effectivement, est appelé à des souvenirs ou des sentiments différents. Et quelque part, moi, je laisse là, le spectateur décider. Mais finalement, on est... Cette prise de distance à nouveau vers la fin est une chose qu'on connaît déjà. Mais ce qui la rend d'autant plus forte, c'est que là, on a eu un ticket pour la comprendre. On a eu un ticket pendant 1 heure pour la comprendre davantage à cette distance-là. Exactement. Ce qui est tout le temps l'éternelle énigme quand on regarde son Roland-Garros à la télé. Là, on a été invité. Ouais. On a été invité dans son sac, dans sa flotte, de l'ordre de ses petites bouteilles, dans son couple, dans sa dernière dispute, dans son dernier bisou à son gamin, dans sa dernière mise au point avec sa mère et éternel malentendu, dans son RER, dans sa voiture qui l'accompagne, etc. Alors oui, de la quotidienneté. Mais on est invité comme ça. Ouais. Et du coup, cette caméra qui se rééloigne dans ce que l'on connaît déjà, qu'on a vu 1000 fois à chaque mois de mai, eh ben, ça nous donne une clé de compréhension extrêmement forte et ça devient gigantesquement dramaturgique et du coup cinématographique. Ouais. Ça rejoint l'expérience, l'expérimentation, alors là, cinématographique pour le coup, oui, vraiment. Hein. Vraiment. Hein. Et on voit, parce que ce personnage peut être pathétique à un certain moment, c'est-à-dire il grandit, il remonte les échelons, il redevient important, et on sait qu'il peut tomber à tout instant. Et tomber de partout, c'est-à-dire que sa vie lui échappe complètement. Ce qui est alors là, pour le coup, c'est très fort. Enfin, mais il est flamboyant. Ouais. Il est pas forcément pathétique. Il est flamboyant. Il a quelque chose. Pour lui, quelque part, ce n'est qu'une question de temps avant de revenir à ce niveau qu'il a eu quand il était jeune. C'est-à-dire que l'âge n'est même pas forcément une question de fin. C'est-à-dire qu'il a cette espèce d'absolue certitude que ce n'est pas fini. Et c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il ne sait pas pourquoi ce n'est pas fini. C'est intéressant quand vous dites. Par moments pathétiques, etc., ou par moments ratés, où on l'a entendu plein de fois. Mais je trouve d'autant plus dingue comme l'acceptation ou la non-acceptation que l'on a d'un trébuchement chez quelqu'un qui est le contraire de quelqu'un de pathétique. C'est-à-dire que pour être ne serait-ce que Thomas Edison, c'est-à-dire pour être ne serait-ce qu'un 250e mondial, c'est déjà des surhommes. Et c'est fou comme quand tout n'est pas au rendez-vous, autour, les mots employés pour eux sont tout aussi vertigineusement violents. Ouais. Parce que c'est pas pathétique. C'est juste que ça nous est insupportable de voir de tels héros qui feraient ce qu'on n'est pas capable de faire au millième, tomber, parce que ça nous casse nos propres rêves de gosse. C'est insupportable de voir un héros tomber ou un héros trébucher. C'est insupportable. Et donc là, on dit c'est raté. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de l'enfance qui se convoque chez chacun de nous en disant non, c'est pas possible, pas toi. Voilà, et ça c'est très universel. C'est ce qu'on ressent même avec les parents qui sont des héros où tout d'un coup, quand on les voit humains dans leur humanité, on a ce moment comme ça où on ne peut plus les blairer, on les trouve lents, on les trouve chiants, on les trouve... mais parce que ça nous impose le héros qu'on aime et qui ne peut pas tomber. Et qui dans le cas de Thomas est renforcé par ces 2 balles de match qu'il avait eues. C'est-à-dire qu'encore plus que n'importe quel autre personnage,
il était appelé à une grande réussite. Et cette déception, cette chute, on parle avec, c'est encore plus violente. Et moi, je peux vous dire que jusqu'à la toute dernière seconde, ce film vous tient, vous prend aux tripes et vous êtes absolument formidable. Moi, vraiment un coup de cœur de cette rentrée. Ça s'appelle 5e set. Et un bisou énorme à Christine Scott-Thomas qui fait ma maman dedans. Et qui absolument. Est formidable et inouï. Ça apporte énormément au film. Énormément. On n'avait jamais vu en fait le tennis filmé de cette manière-là, au service d'une histoire profondément humaine et bouleversante. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci.